La démarche qu'on a entamée, donc, c'était que contre le, la réflexion de celle d'Aubank, la dialectique n'est pas une science en échec. Euh, même, allons plus loin, s'il est vrai que l'ontologie, la science de l'être, se heurte à cette difficulté que l'être n'étant pas un genre, il devient compromis de envisager l'ontologie comme étant une science de l'être à part entière, reste malgré tout que la dialectique est une rationalité possible en défaut d'objet. C'est ce que je vais aborder aujourd'hui, à savoir que la dialectique, en fait, est une discipline de l'interrogation et voire une déduction scientifique exhaustive du champ problématique. Le problème, ou la difficulté étant toujours la suivante: comment est-il possible de proposer un discours savant en l'absence d'objet générique, en l'occurrence l'être? Quelle peut être par conséquent l'ambition de la métaphysique à se prévaloir comme science, puisque l'objet principal qu'est l'être n'est lui-même d'aucun genre? Eh bien, la réponse d'Aristote, ce sera de dire oui, mais attendez, il y a quand même possibilité d'un discours rationnel qui est la dialectique comme discipline de l'interrogation, même si, je dirais, à cette discipline-là n'est proposé pour le moment aucun objet constitué. En fait, ce qu'il s'agit de montrer, c'est que l'ontologie est en voie de constitution par la dialectique. Et donc, la dialectique est le préalable, si je puis dire, la propédeutique, on verra, à la philosophie première. Donc, on a bien indiqué qu'il ne s'agit pas pour Aristote de commencer par l'évidence d'un objet, le to on et on, l'être en tant qu'être, pour ensuite en aborder la connaissance. Il s'agit d'abord de faire de faire ce constat que finalement un objet suffisamment générique nous est absent, mais que malgré tout la rationalité n'est pas en rupture, si je puis dire, d'objectivité, même si aucun objet ne lui est clairement proposé. Bien. Alors, l'être n'est pas un genre. Il ne saurait donc y avoir de démonstration, si je puis dire, de l'être et de ses attributs dans l'immédiat. Cela dit, revenons au problème que Aubank avait souligné. Il y a, malgré l'objection d'Aubank, qui voudrait finalement limiter le savoir à la déclinaison, si je puis dire, de genre, il y a face à cette thèse l'idée malgré tout selon laquelle, et je cite Aristote, Réfutation sophistique, chapitre 9, il y a cette idée selon Aristote que l'examen des réfutations, l'examen des problèmes, procède de principes communs
Et l'examen de ces problèmes qui procèdent de principes communs ne tombe sous aucun art particulier et relève, on se souvient, c'est sur quoi on avait terminé notre cours la dernière fois, et relève cet examen des réfutations de la seule compétence des dialecticiens. Alors, justement, voilà l'enjeu. L'examen des réfutations, c'est-à-dire l'examen des disputes, si l'on veut, des apories, qui procèdent de principes communs, est proprement la méthode, je dirais, est proprement l'affaire, dont s'occupe la dialectique. La dialectique est sans objet. Elle est dépourvue, si je puis dire, d'étang particulier à instruire. Pour autant, elle n'est pas creuse. Pour autant, elle n'est pas vide. Contrairement, par exemple, aux sévères leçons de la dialectique transcendantale chez Kant. La dialectique est la possibilité d'un discours signifiant et universel qui, même privé d'objet, ou privé d'objet trait d'union étant, représente la possibilité pour la philosophie de s'emparer d'un domaine spécifique, d'un domaine propre. Et voilà ce domaine. En l'absence d'objets suffisamment génériques, et je rappelle que l'être n'est pas un genre, en l'absence d'objets suffisamment génériques, la dialectique offre malgré tout la possibilité d'un discours universel. Et voilà la chose un peu subtile qu'il faut comprendre. La garantie d'un discours universel ne repose pas sur, la proposition d'un objet générique. Certes, des disciplines sont, dans leur régionalisation spécifique, universelle. On peut parler d'une géométrie universelle, on peut parler, d'une physique universelle, mais limitée à un type d'objet générique. Il n'empêche que l'universalité d'un discours ou l'universalité d'une rationalité reste malgré tout possible, indépendamment de quelque objet étant, trait d'union, genre, possible. Et cette universalité du discours, c'est précisément la dialectique. C'est ce que dit d'ailleurs Aubin dans... j'essaie de retrouver mon passage, dans Aristote et le problème de l'être, page 274-275, il n'est qu'un savoir universel, dit-il, et par là premier, c'est le savoir du non-savoir. Socrate découvre le seul pouvoir qui soit légitimement universel, celui de la question. Le seul art auquel aucun autre ne peut disputer la primauté, à savoir l'art de poser des questions dans le dialogue, autrement dit la dialectique. Nous y sommes. La structure fondamentale de la fonction dialectique, c'est l'interrogation. Autrement dit, le discours universel, le seul discours universel qui nous soit possible, en l'absence d'objets connus, c'est le discours interrogatif. Il y a donc bien une place pour la rationalité universelle ou l'universalité rationnelle, ignorante d'objets ou en défaut d'objets, et cette, rationalité universelle ou universalité rationnelle discursive, c'est celle tout simplement de l'interrogation ou encore de la fonction dialectique.
Donc, voyez comment un discours universel et rationnel est possible en l'absence d'objet. À savoir, à compter, finalement, d'un discours interrogatif, par conséquent. Est-ce que c'est clair, le propos ici? Oui. Comment on peut savoir que c'est universel, que les questions qu'on se pose sont universelles, si on ne sait pas les réponses? Si On n'a pas de réponse, donc il n'y a pas d'objet comme vous dites. On va le voir. Bon, alors, la réponse, en fait, je vais la donner tout simplement. Je sais qu'un discours est universel, même s'il n'est pas attenant à une réponse attendue ou déterminée, dans la mesure où la dialectique est une discipline de l'interrogation qui, je l'ai dit et je le répète, qui a la possibilité d'interpeller chaque objet sous la forme P ou non P. Ça, c'est la structure sémantique qui enferme, si je puis dire, tout le champ à l'intérieur duquel un objet peut être proposé. Tout questionnement se propose sur un mode alternatif. C'est ceci ou ça n'est pas cela. Ça existe ou ça n'existe pas. Autrement dit, le mode le plus large possible dans lequel une alternative peut être proposée, c'est le mode de la question et qui se trouve également être celui de l'universalité, c'est-à-dire la capacité d'un discours, universalité, la capacité d'un discours d'être tourné vers l'unité sémantique. Ça, c'est l'unité sémantique. P ou non P, c'est l'unité sémantique. Une chose est ou n'est pas. Là, j'ai une unité de sens, à l'intérieur duquel, par conséquent, ma question gagne sa pertinence et bien évidemment à l'intérieur de laquelle une réponse va pouvoir être logée ou détectée. Donc il y a un préalable, en quelque sorte, à la solution, qui est tout simplement la question, et il y a une, si je puis dire, fondation en droit du questionné, qui est tout simplement la fonction alternative par laquelle une question est proposée. Est-ce que je suis clair? Et cette fonction alternative, c'est tout simplement la fonction dialectique. Donc vous avez en quelque sorte, au savoir, la mise en place d'une rationalité préalable qui est en fait l'universalité du questionnement. Est-ce que je suis clair? Donc, que ce soit bien clair, l'universalité du discours rationnel par conséquent, ne se constitue donc pas sur le préalable universel ou générique de l'objet supposé. Il y a un préalable universel à la détection de l'objet général. Est-ce que je suis clair? Il y a un préalable universel à la détection, si je puis dire, de l'objet générique, et ce préalable universel, c'est tout simplement l'art du questionnement, autrement dit la dialectique. Est-ce que ça marche parce que toute question peut être posée, ou est-ce que ça marche parce que toute question ne nous engage à rien en fait? Je peux vous demander n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que ça va être en rapport avec le sujet en question, avec l'objet dont on essaye de trouver. Je peux avoir 10 000 questions différentes, qui vont pourtant pas nous amener à quelque chose. Mais si on reste dans le paradigme de la validité universelle de n'importe quelle question, on peut se perdre dans le détail. Non. De poser des questions qui n'amènent rien. La dialectique est une discipline du questionnement.
Donc discipline du questionnement, ça veut dire qu'on s'interdit, je vais le voir, je vais le montrer, qu'on s'interdit des questions qui n'ont pas de sens. Là, le critère, en fait, il faut un critère de pertinence, interrogative, et ce critère de pertinence interrogative, il est, comment dirais-je, inscrit dans, je dirais, ce principe qui est celui du tiers exclu. Tant qu'une question ne parvient pas à se poser en ces termes, ce n'est pas une question légitime. Sitôt qu'une question parvient à se poser clairement en ces termes, ça devient une question pertinente. Et le terrain du savoir spéculatif est préparé par, je dirais, le terrain dialectique, c'est-à-dire la pertinence du questionnement. Je vais vous donner des exemples. Là, je vous demande d'attendre un peu, je vais arriver à une argumentation comme ça. Mais l'élément qui est le plus important pour nous à retenir pour l'instant, c'est que la pensée est capable d'un discours universel, lors même que lui fait encore défaut la manifestation d'un objet universel. En fait, nous n'avons sous les yeux que des objets, alors je ne dirais pas particuliers, je n'épouse pas une thèse sensualiste, mais nous n'avons sous nos yeux que la positivité d'objets génériques, d'accord, le triangle, le cercle, ou l'être contingent, ou le monde, enfin tout ce qu'on voudra, mais nous n'avons jamais sous nos yeux évoqué un objet proprement universel. Eh bien, si, en défaut d'objet, nous avons malgré tout la possibilité d'une discursivité rationnelle et universelle, déprise de tout objet universel supposé ou préalable, c'est la fonction dialectique ou la fonction interrogative. Voilà, enfin, mais je vais répondre à votre question. Vous allez le voir dans là ça va venir tout de suite. Donc ce que je veux dire ici, c'est que là où Aubinck a tort, page 301 par exemple, c'est qu'il désigne la dialectique comme étant un discours formel indifférent à tout contenu. En ce sens, donc, il a tort, et ce discours formel indifférent à tout contenu préfigurerait cette fameuse ontologie, selon lui, en échec. Ce sont ses expressions, page 302. Au fond, je l'ai déjà dit, une ontologie qui se trouverait dans l'impossibilité d'être confiée à une science proprement démonstrative, laquelle, je le répète au risque de lasser, mais il faut le répéter, parce que j'en vois qui parlent et qui ne sont pas toujours attentifs. C'est-à-dire d'une discipline démonstrative, apodictique, qui procéderait par démonstration en genre et en espèce. Alors que nous avons vu, je le répète, que l'être n'est pas un genre. Donc l'être ne peut pas faire l'objet d'une démonstration syllogistique quelconque. Alors en fait, contre cette thèse d'Aubinck, je pense qu'au contraire, la dialectique, plutôt que d'être un genre discursif complètement formel et indifférent à tout contenu, je pense qu'au contraire, la dialectique a sa place comme propédeutique philosophique, c'est-à-dire finalement comme, alors c'est ça qu'il faut lire, alors évidemment on pourrait dire comme étape préparatoire à la philosophie première, c'est pas faux, mais il ne faut pas le voir là comme pédagogie, bien sûr, mais plutôt comme la dialectique, raison d'exhaustivité sémantique première. L'expression est un peu bizarroïde, je m'en excuse, mais voilà, envisager la dialectique comme raison d'exhaustivité sémantique première. C'est-à-dire que pour penser l'être, il faut d'abord se donner les conditions, je dirais, d'un balayage sémantique exhaustif. Penser l'être n'est qu'à la condition
de se donner les éléments, si je puis dire, d'une couverture, d'un balayage, je ne sais pas quel terme donner, exhaustif du sens ou de toutes les possibilités de sens. Voilà. Et c'est seulement après que viendra la philosophie, ou que reviendra à la philosophie la charge de traiter de la vérité. Je vous reporte de ce point de vue-là au livre des Topiques, livre 1 des Topiques, chapitre 14, 105b, 30-31, donc livre 1, chapitre 14. Le livre 1, paradoxalement, c'est pas le premier livre en réalité des Topiques, c'est un texte qui a été rajouté aux Topiques après. Donc en fait, c'est un texte de la maturité, le livre 1 des Topiques. Donc livre 1, chapitre 14, 105b, 30-31, voilà ce que nous dit Aristote. En philosophie, il faut traiter de ces choses selon la vérité, mais en dialectique, il suffit de s'attacher à l'opinion. En philosophie, il faut traiter de ces choses selon la vérité, mais en dialectique, il suffit de s'attacher à l'opinion. Alors, juste un petit mot sur ces passages concernant l'organone, et notamment ces deux grands textes que sont les Topiques d'un côté et les analytiques de l'autre, pour que ce soit clair dans l'esprit de chacun. Les premières et les seconds analytiques, pour faire, pour faire court, sont des textes, destinés à penser le démonstratif, la démonstration. Donc des textes de taxinomie, si je puis dire, ou relevant d'une méthodologie scientifique, alors que les Topiques sont précisément des textes destinés à, la propédeutique philosophique. Donc les Topiques sont la réflexion méthodologique, si je puis dire, qui porte sur le dialectique ou l'art de l'interrogation, alors que les analytiques portent plutôt sur l'art ou la fonction de la démonstration. Et ce qui est très intéressant, c'est que les deux textes sont coupés. Ce qui est bien indiqué, l'idée est donc bien indiquée qu'il y a d'abord une étape propédeutique qui est celle de l'interrogation, à laquelle fera suite en fait la démarche analytique. Et donc, finalement, on voit bien que la dialectique est perçue ici comme étape préalable, en quelque sorte, à la déduction d'une philosophie première. Et c'est pour ça que la philosophie première commence, en fait, par les Topiques, en tout cas par la fonction dialectique. Il s'agit, avant de penser l'être, de se donner le cadre le plus large possible où le sémantique peut être proposé dans son exhaustivité. Rien ne me paraît plus aberrant que cette façon d'être entré dans l'ontologie aristotélécienne en disant « Oui, mais bon, chez Aristote, l'être, ce sont d'abord les choses positivement que nous rencontrons et qui existent en acte. » C'est une absurdité totale. Non, l'être, c'est d'abord, pour Aristote, l'expérience du sens et fondamentalement l'expérience du problème. Car l'expérience du sens ne peut se faire autrement que sur le mode problématique. Alors, pourquoi commencer par la dialectique comme discipline de l'interrogation ? Je réponds d'abord parce qu'on n'a que ça, c'est-à-dire qu'il n'existe à l'intelligence aucun objet proprement universel, d'accord ? Alors vous allez me dire, l'être, oui, mais encore une fois, l'être n'étant pas un genre, l'être ne peut avoir d'universalité que son statut interrogatif ou problématique. Ce par quoi nous avions commencé dans les cours précédents. Donc l'universalité de l'être, c'est une universalité problématique. Et c'est à cette condition d'être d'abord problème que l'être est un universel. Et donc, pourquoi commencer par la dialectique ? Tout simplement parce que le discours le plus universel auquel nous pouvons prétendre, c'est, encore une fois, l'interrogation.
Et pour une raison d'ailleurs qui est assez simple, c'est qu'on n'a pas besoin d'être autant savant pour interroger que pour répondre. Au fond, la dialectique ne présuppose aucun savoir particulier, exception faite de ces savoirs, j'allais dire, initiaux, que sont les principes communs sur lesquels, je dirais, roule toute question et sur lesquels vont pouvoir rouler ensuite toutes les réponses possibles et donc toutes les sciences particulières. Mais ces principes communs ne nous sont pas connus de science, ces principes communs ne nous sont connus que d'opinion. Ec endoxon, ce sont des principes qui nous sont révélés uniquement par le savoir commun, quoi, le bon sens ou le sens commun de tout à chacun. Ces principes communs, ce sont des principes indémontrables pour le motif, en fait, qu'ils ne sont tirés que de l'opinion commune et qu'aucun savoir ne serait en mesure de s'élever à la démonstration analytique de ces principes à toute démonstration. Est-ce que je suis clair ? On ne peut pas dire qu'il y a des meilleures questions que d'autres. Alors, pour l'instant, j'en suis pas là. J'en suis à mettre en place quelles peuvent être les conditions de questions pertinentes. Et au fond, les questions ne sont pertinentes que dans la mesure où elles mettent en œuvre, je dirais, dans la mesure où elles mettent en dialectique, en œuvre, en discussion, ces principes communs. C'est tout ce que je dirais. Mais ayant des connaissances, peut-être, une culture générale plus élevée ne peut pas t'en poser des meilleures questions qui vont nous susciter des meilleures réponses. Est-ce que ça rentre pas en jeu ? Ce que vous appelez les meilleures questions, c'est tout simplement les questions qui auront une dimension universelle, qui atteindront la dimension sémantique la plus large possible. Inné de questions pertinentes, je dirais, non pas en vue du savoir, là pour l'instant, inné de questions pertinentes que sous la réserve d'être sémantiquement la plus large possible. Je répète, inné de questions pertinentes qu'à la condition d'être sémantiquement la plus large possible. Donc si je demande pourquoi le ciel est bleu, c'est mieux que de demander pourquoi l'atmosphère de la Terre rend la stratosphère bleue, pourquoi on voit l'espace en tant que bleu. Est-ce que c'est la... Non. Est-ce que la généralité de la première question rend meilleure l'interrogation ? Non, mais là, vous ne m'avez pas écouté. Je répète, ce qui fait la pertinence d'une question, c'est sa capacité à être sémantiquement la plus large possible, mais qui ne veut pas dire la plus imprécise possible. Dans la mesure où une question est capable de tenir, je dirais, en ces deux extrêmes, elle a une pertinence sémantique. Oui. Mais ne confondez pas pertinence sémantique ou exhaustivité sémantique avec, je dirais, imprécision. Attention, Aristote ne plaide pas pour l'imprécision de la question. Là, vous faites à votre insu une confusion qui est de, je répète, confondre l'exhaustivité sémantique avec l'imprécision de la question. Non, une question est imprécise et est impertinente, on en fait l'exemple tous les jours, mais en revanche, une question peut être pertinente en raison même de son exhaustivité. Et la grille de l'exhaustivité d'une question, je répète encore une fois, c'est ça. D'accord. Il y a quand même un rapport entre la précision et la généralité. Non. Quand vous me demandiez pourquoi le ciel est bleu, il faut qu'il y ait une alternative derrière qui rende judicieuse cette question. Bon, mais laissez-moi continuer, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner des exemples, là on est... Mais bon, au moins que retenons de votre intervention cette notion que l'exhaustivité du champ sémantique
n'est aucunement comparable, je dirais, à l'imprécision de l'interrogation. Voilà, ça c'est clair. C'est ce que je vais essayer de démontrer, d'indiquer dans mon travail. La dialectique n'est pas un savoir, on est bien d'accord, limité à un domaine particulier. C'est pourquoi, dit Aristote, Réfutation sophistique, chapitre 11, 172a 27, c'est pour ça que Aristote vous dit, c'est pourquoi la dialectique se rapporte à toute chose. Comment dirais-je, elle ne s'y rapporte à toute chose, la dialectique, qu'à la condition de procéder perpétuellement au renversement du pour au contre. Couvrant ainsi, alors c'est ça qui est important, dans un même discours, uni versus, couvrant ainsi dans un même discours le champ de toutes les réponses possibles. Donc le discours dialectique ne vaut que par l'effort de problématisation le plus radical et en même temps le plus exhaustif qui soit. Donc ça n'a plus rien à voir avec une question qui serait finalement complètement vague et imprécise. Le savant démontre des propositions, ça on l'a vu, le dialecticien, lui, fait valoir, et j'insiste sur le mot valoir, le dialecticien fait valoir des problèmes. Donc, je dirais, la dialectique, c'est la science de l'exhaustivité des problèmes. Alors, par exemple, il ne peut y avoir de science problématique plus exhaustive que celle qui fait valoir, par exemple, la question de l'être. Du moins sous ces deux formes consacrées par la tradition philosophique, à savoir qu'est-ce que l'être ou pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien. Alors, Étienne Gilson a, dans un texte qui s'appelle « La philosophie médiévale », indiqué que cette question « pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien » était inconnue des Grecs, ainsi que la question « qu'est-ce que l'être » était inconnue des Grecs. C'est une question qu'on verra simplement surgir. Pour la deuxième question « pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien » c'est la question qu'on verra ressurgir dans le discours de métaphysique chez Leibniz. Quant à la question « qu'est-ce que l'être ?» on sait précisément l'emprise que Heidegger en aura. Donc c'est une question qui, semble-t-il, enfin, selon Gilson, était, et Aubinck n'est pas loin de partager cette même idée, méconnue d'Aristote. Ce n'est pas vrai. Au moins pour ce qui est de la première question, qu'est-ce que l'être, on la voit directement énoncée dans le livre Zeta 1, où Aristote dit ceci, la question perpétuelle qui demeure, c'est de savoir ce qu'est l'être, et Aristote, la phrase suivante indique l'être, c'est la substance. Donc en posant, en identifiant l'être à la substance, que fait d'autre Aristote, sinon avoir fait sien cette question, qu'est-ce que l'être ? Et la question également, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, je le montrerai plus tard, est impliquée dans cette première question, qu'est-ce que l'être ? Alors, cela dit, évidemment, le problème qui demeure, et qui est d'ailleurs le problème que vous posez en fait, c'est qu'est-ce qui nous prouve que la dialectique n'est pas une interrogation comme ça dans le vide. Qu'est-ce qui nous indique que la dialectique impose une discipline de la formulation sous peine de n'avoir plus qu'à interroger dans le néant, en quelque sorte. Alors, prenons un exemple. C'est les exemples que je voulais vous proposer. Prenons un exemple. Si je pose la question de savoir, l'être existe-t-il ? L'être est-il ? Ce n'est qu'une question, ce n'est pas un problème. Ce n'est qu'une question, et au demeurant stupide, puisque sa réponse tombe déjà du fait de son énonciation. C'est une interrogation de pure forme qui ne parvient jamais, en quelque sorte, à la question, ou finalement, c'est un faux problème. C'est un faux problème. La dialectique n'interroge que dans le cadre, je répète,
tautologique de la question formulée en alternative. Si elle ne peut demander si l'être est ou, ce qui voudrait dire si l'être n'est pas, elle peut au moins demander, c'est là où la question devient pertinente, ce qu'est l'être. C'est-à-dire, en fait, si l'être est un ou multiple. Et là, on est en prise, je dirais, en possession d'un problème. Si l'un est un ou multiple. C'est-à-dire, en fait, et on comprend tout à fait, c'est ça qui fait problème. Là, ce n'est plus une question. Quand je dis qu'est-ce que l'être, ça c'est une question, mais ce qui devient problème, c'est de savoir si l'être est un ou multiple, et c'est ce dont s'empare précisément à ce moment-là la dialectique, et je comprends la teneur du problème. Si je réponds que l'être est un, je me heurte à un monisme ontologique qui me rend incompréhensible comment une science des causes est possible, comment une science des êtres corruptibles et contingents serait encore possible en regard d'un être, mettons, intemporel, par exemple. Comment dirais-je, le monisme ontologique ne serait pas compatible avec la diversité des étangs que j'aurais sous les yeux. Et également, je me demanderais comment je pourrais étendre l'être, pour reprendre l'exemple du Parménide, aussi bien aux cheveux, à la boue qu'à la crasse. Et si je réponds à l'inverse que l'être est multiple, je me vois objecter, par conséquent, l'impossibilité de toute ontologie. Chaque être ayant son ontologie propre. Donc, je comprends que, si l'on veut, la dialectique se loge au problème, charge à la dialectique d'énoncer la problématique selon une structure tautologique. La dialectique peut également interroger s'il y a ou non des causes premières à ce qui existe, ou si la dite causalité s'étend à l'infini. Ce qui revient à demander pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien. En interrogeant les causes, je pose la question du pourquoi de l'être. On le voit, la question de l'être n'échappe pas au regard, si je puis dire, dialectique, ni à l'emprise formelle de l'alternative. Et c'est donc bien, je dirais, dans cette économie, je dirais, problématique, que la pensée de l'être, enfin, peut s'initier. C'est compris ? Donc c'est ce que j'essaye de montrer, c'est que c'est précisément dans, je dirais, la discipline du questionnement problématisant que va émerger ou que va s'emmancher, si je puis dire, l'émergence du questionnement de l'être. Donc la dialectique donne naissance à l'ontologie comme question, sans qu'il ait été besoin, bien évidemment, de faire droit à une prétendue, je dirais, ou à un prétendu statut générique de l'être. Est-ce que je suis clair ? Donc c'est très important parce que, du coup, ce qu'Aristote nous montre, par le biais de la dialectique, c'est que je ne me heurte plus à l'objection ou au choix aporétique de savoir si je dois plaider l'abstraction de l'être ou si je dois purement et simplement rabattre l'évidence de l'être à la singularité sensible des choses que j'ai sous les yeux. J'évite la double impasse, si je puis dire, de l'abstraction verbale et nominale et celui du sensualisme empiriste au commencement de la pensée de l'être. Et c'est ce que la dialectique nous a permis en quelque sorte d'obtenir, c'est-à-dire au moins d'éviter ces deux impasses, ces deux erreurs attendues de la philosophie. De faire reposer une démonstration, de faire reposer une pensée de l'être sur une abstraction qui se verrait toujours objecter finalement son nominalisme préalable,
ou au contraire d'une pensée de l'être qui se verrait toujours objecter son empiricité arbitraire et discutable, voire contingente. Est-ce que c'est compris? Ça va? Voilà. Donc cette science de l'exhaustivité des problèmes, qu'est la dialectique, délimite les conditions exhaustives du sens. Par conséquent, qu'est-ce qu'est la dialectique? La dialectique, c'est le discours universel, par excellence, c'est-à-dire le discours de tout, c'est-à-dire des tous, le discours des plus extrêmes possibles, c'est-à-dire le discours des contraires. La dialectique, c'est le discours universel des apories. Et c'est ainsi que la problématisation devient le mode privilégié, je dirais, d'accès à l'universalité du pensée. Et c'est bien sûr par ce biais que la pensée de l'être deviendra accessible. Ainsi, les topiques définissent-elles la dialectique comme méthode, je cite, qui nous met en mesure d'argumenter sur tout problème posé en partant de prémices probables et d'éviter, quand nous soutenons un argument, de rien dire nous-mêmes qui soit contraire. Topique, livre 1, chapitre 1, 100A, 18-21. Donc, la dialectique n'est pas une science par défaut, contrairement à ce que soutenait Aubinck. Elle jette au contraire les conditions formelles de toute théorisation complète. Alors, évidemment, le problème est celui-ci. N'étant pas une connaissance proprement dite, comment la dialectique peut-elle initier, je dirais, tous les savoirs? Ou, autrement dit, comment tous les savoirs seraient-ils l'expression d'une même communauté de problèmes et de questions? Si la dialectique est un discours universel, comment tous les savoirs pourraient-ils décliner ou se ressentir, en quelque sorte, de cette fonction dialectisante? La réponse, elle est simple pourtant. Toutes les disciplines constituées procèdent par alternative. La diagonale est-elle ou pas commensurable? Et on pourrait poursuivre à l'infini dans ce genre de questionnement. Interroger dans les termes de la contradiction, c'est le propre, je dirais, du savoir. Autrement dit, la problématisation, pour Aristote, qu'elle se limite à une discipline particulière ou qu'elle soit portée à la philosophie première elle-même, la problématisation est le mode privilégié du discours universel. Ainsi donc, pour résumer tout ce mouvement, l'universalité problématisante ou l'universalité problématique est en mesure de se substituer efficacement à l'absence du genre de l'être. L'universalité problématique est en mesure de se substituer efficacement à l'absence du genre de l'être ou à l'absence de genre à l'être, plus exactement. Elle est en mesure de se substituer à l'absence
de genre à l'être. Il n'y a pas d'autre alternative que d'affirmer le vrai ou de nier le faux, et c'est dans cette économie que se trouve être définie l'exhaustivité du sens. Il y a quelque chose de très précieux, par conséquent, dans tout ce que nous sommes amenés à dire. Les éléments à partir desquels les arguments dialectiques sont constitués sont, nous dit Aristote, numériquement égaux et identiques à ceux qui servent de sujet au raisonnement. Que veut dire Aristote par là ? Si la dialectique est une fonction interrogative, la plus large possible et la plus universelle qui soit, si la dialectique enserre toutes les conditions, j'allais dire, des réponses possibles, parce qu'elle tient la clé à l'exercice, je dirais, exhaustif du sens. Ça veut donc dire que pour Aristote, il y a, et là je réponds à votre question de tout à l'heure, ça veut donc dire que pour Aristote, il y a une parité entre l'ensemble des questions et l'ensemble des réponses. Je dirais que l'ontologie n'est possible que parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de questions. Ou, si vous voulez, que la sphère de l'un n'excède pas la sphère de l'autre. Nous sommes dans une situation difficile. En métaphysique, nous n'avons que le recours à de simples mots, à des affirmations et à des questions. Nous n'avons pas la possibilité, à la différence des sciences positives, de vérifier sur le terrain la pertinence de nos discours et, pourrait-on dire, l'impertinence de nos interrogations. Donc, la voie est difficile et la solution d'Aristote, c'est de partir du principe qu'il existe une discipline universelle de l'interrogation qu'est la dialectique et en même temps une expérience exhaustive du sens qui est cette fonction problématisante appelée la dialectique. À l'extérieur de ce domaine, le discours n'a plus de sens. C'est à l'intérieur du domaine problématique que le discours a une signification. La question est la suivante. Qui nous assure, ou qu'est-ce qui nous assure que les réponses n'excéderaient pas le questionnement ? Premier cas de figure à envisager. Si c'était le cas, si les réponses excédaient le questionnement, toute recherche serait condamnée à la stérilité. En effet, pour une question, nous aurions le choix entre plusieurs réponses différentes. Et de telle sorte que on se poserait la question de savoir entre quelles réponses devoir choisir. Si par impossible, évidemment, les questions donnaient lieu à des thèses distinctes, voire opposées. On peut déjà savoir que le principe du tiers exclu exclut cette perspective théorique. Je ne peux pas, à l'égard d'une même question, proposer deux réponses, c'est-à-dire deux vérités opposées. C'est pas possible. Je peux avoir des réponses différentes, mais à la condition que, en fait, l'une soit le sous-ensemble de l'autre ou que l'une parachève et complète l'autre. Par conséquent, il ne peut pas y avoir, de réponse en excès de questions. Envisageons l'autre cas de figure, inverse. Que savons-nous si les questions n'excéderaient pas, par exemple, le nombre de réponses disponibles ? Autrement dit, si l'on n'est pas en mesure de nous proposer de faux problèmes. Ce serait ça que voudrait dire des questions
je dirais, en excès de réponses possibles, c'est-à-dire se proposer de faux problèmes. À ce moment-là, on se risquerait à questionner à vide. Et quelles preuves apportons-nous, par conséquent, à cette limitation, je dirais, du questionnement aux réponses possibles? Eh bien, c'est assez simple. Je sais repérer, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je sais repérer les faux problèmes, ou je dirais les questions oiseuses sans objet de réponse possible, à l'indiscipline même de ces questions, à l'impossibilité de ces questions à devoir se plier à un schéma alternatif ou un schéma tautologique. Toutes les questions doivent être ramenées à un schéma tautologique. Et c'est dans ce seul schéma alternatif qu'elles obtiennent réponse. P ou non P, oui ou non. En dehors, je dirais, de ce type de questionnement, de ce type de discipline du questionnement, aucune réponse n'est attendue. Et donc, par là même, la question n'est pas pertinente. Donc, en limitant la question, je dirais, au choix de l'alternative lui-même, je puis être assuré dans les deux cas que toute question, que le domaine des questions ne pourra jamais excéder ou se trouver excédé par le domaine des réponses. Est-ce que je suis clair? Oui, c'est compris? Donc, la question que vous posiez tout à l'heure, pourquoi le ciel est-il bleu, c'est une question qui doit être qui doit être, précisée, afin, à un moment donné, de trouver une interrogation scientifique qui puisse faire valoir ce champ alternatif. La question de savoir pourquoi le ciel est bleu et non pas rouge, ça n'a pas de sens. C'est une question qui est beaucoup trop vague. Pourquoi le ciel est bleu et non pas gris? Non, mais peu importe, je m'en fiche. Je veux dire, rouge, c'est un cas de figure métaphorique qui est impossible. Par contre, on peut avoir le ciel gris parce qu'il y a des nuages. Et du coup, on a le principe tautologique de la compréhension du... Non, ça c'est une question, pourquoi le ciel est-il bleu ou pas? C'est une question qu'on peut proposer, à une classe, de cinquième, pour essayer de les intéresser, les sensibiliser à la question physique. Il y a des questions qui peuvent nous apporter plus de savoir que d'autres. Si je comprends par quel processus le ciel devient bleu et non pas gris, oui. Je passe à un autre niveau de questionnement qui me pose des problèmes plus pertinents. Mais je crois qu'on ne s'est pas compris. Je vois ce que vous voulez dire, mais je crois qu'on ne s'est pas compris. Mais ça reste toujours... je n'ai toujours pas compris pourquoi, si vous dites que les questions du sens commun et de la généralité la plus inclusive possible, si ce sont les meilleures questions, pourquoi elles sont les meilleures, vu qu'il y a quand même de l'imprécision dans la question la plus générale? Comment vous allez pouvoir exclure le problème de l'imprécision dans une question qui nécessite une réponse claire et précise? Alors, la dialectique est la discipline du questionnement. Et c'est par là que nous devons commencer, parce que le discours interrogatif est de loin le plus universel et qui ne requiert pas un savoir particulier. L'expérience de l'universalité intellectuelle que nous faisons tous, c'est d'abord l'expérience de la question. Donc, ça c'est la première chose. Il y a donc pour nous un savoir préalable, kat olu, disons un savoir universel, préalable à toute réponse, kat aplos absolu. Une réponse définitive, c'est une réponse absolue, précise, déterminée. Mais il y a un savoir universel qui précède, un savoir universel, qui est le savoir de la question, qui précède
je dirais, une réponse absolue et déterminée. Ça, c'est pourquoi la connaissance nous est possible pour Aristote. Et on entre. Pardon ? Qu'est-ce qui rend le savoir universel ? Mais je l'ai dit, ce qui rend le savoir universel, c'est la possibilité, je dirais, d'interroger, c'est-à-dire la possibilité de rendre compte de cette, je dirais, de ce champ sémantique le plus large possible. Pourquoi c'est aussi indispensable pour moi d'insister là-dessus ? Parce que ça veut dire ceci, ça veut dire que à partir du moment donné où l'ontologie, car c'est de cela dont s'occupe la métaphysique, à partir du moment donné où l'ontologie se présente à nous comme problème et non pas comme évidence, le discours philosophique ne commence véritablement que par la mise en place d'une problématique et non pas par le fait, par exemple, de commencer par une certitude de l'être qui pourrait être le Dieu spinoziste ou le cogito cartésien. Je peux faire plus simple. S'il y a un savoir universel, pourquoi il y a des gens qui ne se comprennent pas ? Pourquoi on n'a pas les mêmes bases de départ s'il y a des principes universels que nous partageons tous ? Mais l'expérience que nous faisons de l'universalité rationnelle, c'est d'abord l'expérience du questionnement. Il y a des gens qui ne se posent pas de questions. Non, mais ça, on s'en fiche. Mais ce que je veux dire, c'est que... Ils ne rentrent pas dans le... Mais bien sûr, bien sûr. Non, donc c'est pas universel. Mais c'est un argument de fait, ce que vous me donnez. C'est pas un argument de droit. Moi, c'est l'argument de droit qui m'intéresse. En droit, tous les hommes sont de nature à se comprendre et, je dirais, à entrer dans un discours commun. Si vous voulez, le fond commun de la discursivité humaine, c'est le questionnement. Avant même les réponses. Le fond commun à la discursivité humaine et ce qui devrait rapprocher les hommes, pour aussi étrange que cela puisse paraître, c'est précisément non pas l'ignorance, mais le savoir qu'on est ignorant. L'acte fondateur d'une humanité commune, c'est « je sais ne pas savoir », ce qui éviterait toutes les aberrations qu'on connaît, qu'on a connues et qu'on ne cessera de connaître, de ceux qui prétendent être propriétaires de la vérité, qui au nom de cette vérité imposent à d'autres hommes le devoir de penser comme eux sous peine d'être égorgés. Donc en fait, ce qui rapproche les hommes, c'est précisément non pas l'ignorance, je répète encore une fois, car ce que je viens de décrire, c'est précisément le symptôme même de l'ignorance, de croire savoir. Mais ce qui rapproche les hommes, c'est précisément le savoir que nous sommes ignorants. Et c'est dans la discipline du questionnement, pourquoi ? Parce que c'est dans la discipline du questionnement que nous expérimentons au plus haut point l'universalité sémantique. C'est dans la difficulté intellectuelle que nous sommes, je dirais, aux prises de l'alternative, aux prises de la décision du sens à obtenir, et donc précisément que, j'allais dire, nous sommes en dialogue et en altérité perpétuelle. Ça c'est clair. Alors maintenant, pour ceux qui ne se posent pas de questions, ça c'est leur problème, et il vaut mieux s'en méfier, bien évidemment. Là, je suis d'accord. Mais quand Socrate, ce fameux mot de Socrate, on est bien d'accord, de l'apologie de Socrate, je sais ne pas savoir, lorsque Socrate dit cela, sans qu'on le voit tout de suite, mais en fait, c'est clair, il fait acte d'humanité essentielle. Et nous commençons par cela. La première phrase de la métaphysique. Les hommes désirent savoir. Non pas les hommes savent, les hommes, tous les hommes désirent savoir. C'est donc bien inscrire que l'acte fondateur de l'universalité humaine, c'est le désir de savoir. Et ce désir du savoir, c'est d'abord finalement la prise de conscience que nous faisons de notre ignorance. Autrement dit, il y a une universalité du discours, ou il y a une universalité du sens qui est déposée en chacun de nous au niveau du problème. Ou, si l'on veut, c'est précisément la problématique et le questionnement qui constituent, je dirais, le champ expérimental de notre universalité pensante, ou de notre universalité humaine. Ça, c'est clair pour Aristote. Et c'est pour cela que c'est par là qu'on doit commencer, au problème.
La question là que je me posais à l'instant, c'était de savoir, oui, mais bon, est-ce que la question est assurée d'avoir un sens quelque part, une ouverture, une réponse? Eh bien, oui, pour Aristote, parce qu'il est contradictoire de supposer que, en droit, il puisse y avoir plus ou moins de questions qu'il n'y a de réponses disponibles. Donc, en interrogeant cat au loup, nous savons qu'il y aura une réponse cat aplos. Et c'est pour ça que l'interrogation portant sur l'être est déjà par là même assurée d'avoir, alors je ne sais pas laquelle, mais d'avoir au moins un type de réponse à se mettre sous la main. Donc, la métaphysique, et pour reprendre la thèse d'Aubrac, la métaphysique n'est pas une science en échec, l'ontologie n'est pas une discipline qui se cherche sans jamais se trouver. Dès lors qu'elle est interrogative, on peut déjà assurer qu'elle est de réponse, de solution. Voilà. Mais attendez, juste votre camarade, levez la main. Oui. C'est sûr. Mais voilà, je reste là. Je vous demande. Oui, bon. Si Aristote ne faisait la preuve que de ce discours universel, ne se posait que des questions, oui. Il ne prétendait pas d'avoir des réponses. Oui. On passe à Platon qui essaye d'imposer un certain paradigme de réflexion en apportant des réponses avec la théorie des idées, etc. Après, on passe à Aristote qui essaye d'imposer un autre paradigme différent de celui de Platon, oui. Vu qu'ils étaient en désaccord. D'accord. Ok, c'est le point de départ et ce questionnement universel, oui. Mais on passe assez rapidement de ce point universel de questionnement dans les paradigmes qui ont des expressions assez subjectives, dans le sens que chacun construit des systèmes qui lui sont propres, ou moins qui sortent différents. Je suis d'accord avec vous, mais l'enjeu, le défi de l'activité philosophique, c'est de faire en sorte que mes réponses ou mes propositions n'en restent pas ma subjectivité. C'est en fait d'intégrer précisément l'adversité, la controverse dans mon propre discours. Mais ne reste qu'ils diffèrent. Donc ils sont... non, mais ça c'est... Je m'en fiche. La question, c'est d'emporter finalement l'adhésion, et à commencer ma propre adhésion, sur le sentiment que j'ai ou que j'aurai d'avoir réglé un certain nombre de problèmes ou de difficultés rencontrées. C'est tout. Mais vu qu'il n'arrive pas de régler ça, là on sort du contexte. Là, on sort du contexte. On revient toujours à paix ou non paix, Aristote ou Platon, d'un certain cas de... Eh bien, considérons qu'il y a réponse à cette alternative pour Aristote. Mais là, on est dans le vague. Là, on est dans. Là, je donne pas suite parce qu'on est complètement dans la place. Non, c'est pas suffisamment aristotélicien. Ça, c'est clair. Bon, j'enchaîne. Mais oui, bien sûr, évidemment. Mais est-ce que, du reste, le fait d'une philosophie de se heurter à sa subjectivité est précisément son handicap? On pourrait très grossièrement dire que les réponses sont subjectives, mais les problèmes sont objectifs. Ça, voilà. Donc, à ce titre, il y a une scientificité de l'activité philosophique, ça c'est clair. Mais quand on prétend à la vérité, qu'est-ce que ça nous donne cette approche subjective ? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je prétends une vérité, pour autant que cette vérité me maintient, je dirais, en questionnement, et je suis dans le vrai tant que je suis en question. Lorsque je prétends être propriétaire de la vérité, c'est là qu'il y a effectivement une fétichisation de ma propre réflexion, et où ma réflexion cesse de penser et devient complètement idéologique. Là, je suis d'accord. En fait, c'est ce qui s'est passé aussi pour l'aristotélisme, qui est devenu, à certains égards, un discours complètement idéologique et, pour ne pas dire autiste, fermé sur la réalité physique et dont on sait évidemment les limites avec Galilée, quoi. C'est clair. Lorsque finalement, dans le domaine de la science, vous n'avez plus qu'à répondre en termes idéologiques ou en termes de dogmes, plutôt que de fragiliser ou remettre en cause ces dogmes par l'expérience telle qu'elle se présentait. Je suis entièrement d'accord avec ça.
Ce qui fait la pertinence de la pensée, c'est précisément cette sensibilisation, je dirais, à la remise en cause, au problème et à l'altérité. Ce que, je répète, un certain aristotélisme a fini par perdre de vue. Oui, ça mais je suis le premier à le reconnaître, hein, c'est clair. Mais dans ce cas-là, on passe de la substance à l'étang. Non, là, j'arrête. Je comprends pas. Il faut que je continue. Là, j'arrête. M'excusez, mais... Alors, du coup, je ne sais plus où j'en suis. Oui, parce que, en fait... excusez-moi. Donc, pour faire la synthèse, quelle preuve apportons-nous donc à cette parité supposée du questionner et du répondre? Je reprends ma question. Quelle preuve apportons-nous à cette parité supposée du questionner et du répondre? Alors, c'est assez simple. Puisque la dialectique, comme discipline exhaustive de l'interrogation, est en même temps l'expérience sémantique la plus universelle. Puisque la dialectique, comme discipline exhaustive de l'interrogation, est en même temps l'expérience sémantique la plus universelle. Et que la fonction du langage, la fonction de la parole humaine, que j'appellerais la fonction apophantique de la parole, qui est d'affirmer et de nier, que cette fonction ne peut se soustraire à la règle de l'alternative P ou non P. Aucune réponse, par conséquent, ne peut être attendue en excès ou en défaut de sa question. Sinon, je répète, il n'y a pas d'expérience sémantique universelle ou exhaustive que nous ferions de la question. Sinon, il n'y aurait pas d'expérience sémantique la plus universelle ou la plus exhaustive de la question. Est-ce que je suis clair? Donc, la conséquence, alors c'est la conséquence qui est importante de cette parité entre questions et réponses. Cette corrélation numérique des questions et des réponses, donc corrélation numérique des questions et des réponses, je répète, qui est rappelée dans Topic, livre 1, chapitre 4. Cette corrélation numérique des questions et des réponses souligne qu'on ne peut, en dehors de la règle tautologique, qu'on ne peut interroger d'une chose si elle est ou si elle n'est pas, si elle est ceci ou non cela. Je m'explique. Cette corrélation numérique des questions et des réponses, j'aurais dû dire les choses autrement, excusez-moi, préjuge déjà de l'interrogation que nous allons porter sur les choses. Je répète, cette parité entre la question et la réponse préjuge déjà de l'interrogation et de la connaissance que nous allons avoir des choses. Si toute question se pose en ces termes-là, toutes les réponses seront attendues à ce genre de questions. Est-ce que cela existe ou n'existe pas? Est-ce que telle propriété est une propriété essentielle ou au contraire accidentelle? Donc, ce qui est important, c'est que, à moins, on ne peut ni affirmer ni nier. Bref, cette corrélation
entre, comment dirais-je, l'interrogation et la réponse permet de proposer ce que Aristote appelle les 4 prédicats généraux, ou ce que la tradition va appeler les 4 prédicables de l'être, que sont la définition, le propre, le genre, ou, pour terminer, l'attribution accidentelle ou l'accident à l'égard de la substance. Oui. Mais peut-être que je suis allé trop vite. Donc, cette parité entre la question et la réponse permet d'envisager les 4 prédicats généraux de l'être, que sont la définition, le propre, le genre, l'accident de la substance. Oui. Est-ce qu'ils correspondent aux 4 sens des lettres Non, ça n'a rien à voir avec les prédicaments que sont les dites catégories, ni par la suite les 4 acceptions de l'être définies en delta 7, que sont l'être selon la puissance et l'acte, l'être selon l'accident qu'on retrouvera d'ailleurs là, l'être au sens strict qu'est l'être catégoriel, et l'être au sens de vrai. Alors, en fait, excusez-moi, mais ça fait beaucoup de sens de l'être. Il y a beaucoup de sens de l'être, qui ne se limite pas simplement aux pures catégories. Là, il s'agit d'énoncer les 4 prédicables de l'être. Alors, pourquoi ces 4 prédicables de l'être? Ces 4 prédicables de l'être, c'est-à-dire les 4 modi praekandi, les 4 modes de prédication, les 4 modes modi praekandi, les 4 modes de prédication de l'être. Les catégories vont se distribuer, ou plus exactement, si vous voulez, j'aurai ici, c'est un schéma mental, j'aurai ici les catégories, les 8 ou 10 catégories de l'être, d'accord, dans cette lecture-là, si on veut, et j'aurai là les 4 modes, les 4 façons de décliner les catégories, les 4 façons de décliner les 8 ou 10 catégories de l'être. Il ne s'agit pas simplement d'énoncer des catégories de l'être, il faut aussi que je puisse les, décliner selon une grille des 4 prédicables. Alors, ces 4 prédicables sont donc, je répète, ces 4 prédicables, répondent d'abord à la substance. Et ça se comprend. Cette chose existe-t-elle ou n'existe-t-elle pas? Donc, cette chose existe-t-elle ou n'existe-t-elle pas? On revient à cette question-là. À partir du moment donné où je m'interroge sur l'existence de la chose, je parle bien évidemment de la chose. Donc il s'agira de parler de mode de prédication de l'être ou de la substance, bien sûr, à propos d'un objet dont j'ai à m'interroger ou sur l'existence duquel j'ai à m'interroger. Alors, ces 4 modes sont, par exemple, le genre. Ben oui, s'il y a substance, cette substance est bien forcément attachée à un genre. Qui dit genre, elle est bien attachée, ou l'inverse d'ailleurs, on s'en fiche, à une définition. La substance doit pouvoir, la substance particulière, ou cette chose qui existe, pour celle qui n'existe pas, évidemment on ne se pose pas la question de sa définition, c'est évident puisqu'elle n'existe pas.
pour la chose qui existe, évidemment, elle dispose bien d'une définition, d'accord, et par conséquent d'un genre. Ok ? Bien. Le propre. Alors, là, j'indiquerai ça plus tard. Par exemple, l'homme est un animal raisonnable. Définition de l'homme. Genre de l'homme, animal. D'accord ? Définition de l'homme, animal, raisonnable. Le raisonnable est une espèce du genre animal. Le propre. Le propre, c'est la capacité pour l'homme, étant un animal raisonnable et donc doué de parole, d'être capable de grammaire. D'accord ? Donc, le propre est une propriété, si l'on peut dire, associée à la définition. Elle ne constitue pas un genre à proprement parler. C'est pas tout simplement vers la rationalité dans ce cas. Parce que la rationalité, c'est l'espèce en question. Être capable de grammaire, ce n'est pas une espèce, c'est une propriété, simplement, une certaine propriété de la grammaire, parce que l'homme est un animal qui parle. Mais il pourrait très bien, finalement, raisonner sans être capable d'énoncer quelque grammaire que ce soit. Mais je laisse ça peut-être de côté. Et ensuite, l'autre caractéristique, bien évidemment, de l'être, c'est, de la propriété, c'est l'accident. Donc, comment dirais-je, là aussi, on répond à ces formes-là, P ou non P, cette chose existe-t-elle ? Cette propriété-là est-elle une propriété essentielle, intéressant la définition ou ne l'intéressant pas ? D'accord ? Ou, finalement, ici, parce que le propre, ça n'est ni une espèce de la chose, ni non plus une propriété accidentelle de la chose. Autrement dit, il y a encore une troisième voie alternative, c'est-à-dire entre, je dirais, l'essentiel et l'accidentel. Entre l'essentiel et l'accidentel, n'y a-t-il pas place pour un autre type de propriété ? Et ce sera par conséquent le propre. Mais ça, pour ce qui est du propre, ce sera très important lorsqu'on abordera la question de la quiddité, par exemple, et notamment dans la réflexion sur la substance, sur Lucia. Pour l'instant, dans la réflexion sur l'ontologie, ce n'est pas indispensable de le retenir. Mais ce que je veux dire, c'est que Aristote a parfaitement indiqué, par exemple, ce croisement entre les catégories, les prédicaments, les prédicaments, et les prédicables. Par exemple, eh bien, dans certains cas, la qualité de quelque chose et le propre de cette chose relève de sa définition ou, au contraire, d'un prédicat purement accidentel. Pour ne prendre que cet exemple. Donc, il ne me suffit pas, pour penser l'être, de disposer simplement de ces catégories ou de ces prédicaments. Il faut ensuite que je puisse articuler les catégories, bien évidemment, à des modalités différentes qui sont définies par ces quatre registres, la définition, le genre, le propre et l'accident. Est-ce que c'est compris ? Oui. C'est très bien, vous avez... J'ai essayé, mais je sais que c'est très complexe et très austère. Ce qui me gêne beaucoup, c'est que là, d'un seul coup, donc, vous faites allusion vous dites les quatre modes de prédication de l'être ou de la substance, mais pour l'instant, on ne connaît rien de la substance. Ah, mais on ne connaît rien, mais attendez, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Ah oui, d'accord, vous allez quand même nous... Oui, non, mais moi, je suis... Ça met un peu mal à l'aise d'avoir des notions que... Attention, j'ai bien dit, il y a une intuition de la substance, alors peut-être que je n'y ai pas assez assisté, il y a une intuition de la substance qui vient, en fait, c'est ça qui est fort, qui vient de cette proposition-là. C'est-à-dire, y a-t-il ou n'y a-t-il pas ?
N'y a-t-il ou n'y a-t-il pas? Donc, n'y a-t-il ou n'y a-t-il pas? Je traduis, quelque chose est-il ou quelque chose n'est-il pas? Et ce quelque chose-là, on va l'appeler tout simplement la substance. Le ti, le taux d'éti, la chose, de la manière la plus indéterminée qui soit. Mais ce qui est important, c'est que ce type de questionnement fait valoir ici, j'allais dire, un étant sans que j'ai besoin, pour le moment, de savoir ce que recoupe cette notion. Ce qui est important, c'est que, après avoir identifié cet objet de questionnement, y a-t-il ou n'y a-t-il pas? Après avoir identifié cet objet de questionnement, je suis capable, à ce moment-là, je suis capable. Nous sommes en mesure de proposer 4 types, je dirais, de questionnements, 4 types de questions afférents à la détermination de cet objet. Telle propriété que j'accorde à cet objet égale x, mettons, telle propriété que nous accordons à cet objet égale x, est-elle une propriété essentielle ou, à l'inverse, accidentelle? Est-ce que c'est compris? Et parmi donc cette alternative essentielle ou accidentelle, finalement, je suis donc amené à déduire de la définition ou de l'essence le genre, voire finalement le propre. Comme propriété attachée finalement à une propriété essentielle de l'objet sans entrer directement dans son essence. Mais ça, je laisse ça de côté encore une fois, voilà, pour l'instant, je ne me pose pas ce problème-là. Je suis clair ou pas? Si, non, ok, c'est-à-dire que c'est un inconnu pour l'instant. Ah oui, voilà. On verra ce que c'est. Substance ou étant, si l'on veut. On l'accepte ou on ne l'accepte pas, on verra. Mais pour l'instant... Substance ou étant. Le mot substance, il est tellement recouvert depuis 2000 ans que... Mais je sais bien. Lorsque vous le mettez comme ça, on ne sait pas, ça fait éclater. Par contre, j'ai un indice de la substantialité par le fait que cette question est pertinente. C'est ça que je veux dire. Quand je pose la question de savoir s'il y a ou s'il n'y a pas, inévitablement, derrière, je suis amené à penser chose, étant, substance. C'est-à-dire quelque chose qui garde une certaine unité de genre ou unité d'essence et qui ne se dissout pas ou qui ne se dilue pas en une pluralité de propriétés accidentelles. En tout cas, si j'évoque l'existence ici, je suis obligé par là même d'évoquer la distinction entre un attribut essentiel et un attribut accidentel. Ça me paraît important. Et c'est sur la base de cette distinction entre un attribut essentiel et accidentel que je peux ensuite être amené à distinguer entre le registre du genre et le registre du propre, par exemple. Non, mais ce qui est important, c'est que du coup, l'air de rien, Aristote nous a défini les 4 modes sur lesquels un discours pluriel de l'être pouvait s'organiser. Donc, comment dirais-je, déjà la dialectique a su détecter une première structuration, si je puis dire, de l'être, pour dire les choses grossièrement. La dialectique a su détecter une première structuration, si je puis dire, de l'être. La dialectique comme science qui n'en est pas une, c'est-à-dire comme simple science de l'interrogation, on a déjà proposé sur l'être, je dirais, une quadrille de détermination de lui.
Donc il y a donc une parité entre le questionné. Alors il y a une parité entre le questionnement et la réponse, c'est ce que nous avons suivi, mais pour renforcer les choses, je dirais ceci, il y a une parité entre le questionné et l'ordre propositionnel lui-même, sous peine de renoncer à tout ce que nous avons dit, quoi. Et donc, l'être ne peut pas être envisagé indépendamment d'une garantie propositionnelle, ou plus exactement, indépendamment ou en dehors d'une fonction, disons-le, prédicative. Ça c'est la parité que nous avons indiquée entre la question et la réponse, en fait, impose à l'être, à la pensée de l'être, une structure prédicative. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que la pensée prédicative de l'être ne relève pas d'un préjugé grammatical, culturel. La structure prédicative de l'être relève de la parité question-réponse laquelle parité question-réponse relève du schéma alternatif par lequel toute dialectique est possible. Donc, le génie d'Aristote, c'est de dire, d'accord, l'être n'est pas un genre, pour résumer tout ce que nous avons dit. L'être n'est pas un genre, aïe aïe aïe, comme c'est embêtant de penser l'être, parce que jusqu'ici, la connaissance est toujours solidaire d'un genre. Ok. Mais attendez, tout n'est pas perdu pour autant. Un discours ou une discursivité universelle est possible sans objet. Une discursivité universelle est possible sans objet, elle a pour nom la dialectique. La dialectique est une discipline très serrée de l'interrogation ou de la problématique. C'est elle, ce discours universel. À partir du moment donné où la dialectique se propose comme discipline de l'interrogation selon un schéma, tautologique ou alternatif, il y a une parité de la question et de la réponse. Et s'il y a une parité de la question et de la réponse, ça veut dire que l'être est structuré comme une prédication. Est-ce que vous voyez le schéma ? Donc ici, on est en train, en fait, de découvrir quelque chose. C'est que, au fond, la pensée de l'être n'est pas tributaire, d'un ascendant grammatical factuel, mais que la pensée de l'être génère avec elle sa propre structure prédicative. Oui. Et par rapport à l'être en tant qu'être, on n'a ni de définition, ni de genre, ni de propre. C'est impossible de connaître des définitions parce que si on répète être dans la définition n'est pas valable. Genre, on n'est pas, l'être n'est pas un genre. Propre, je crois, étant le milieu entre l'essentiel et l'accidentel, il n'y a pas. Être en tant qu'accidentel, c'est des étangs, donc c'est pas un être en tant qu'être. Ce schéma est valable pour les étangs. Oui. Et voilà, alors l'être, c'est imprédicable, c'est la tautologie pure. Alors, justement, c'est là le problème. Mais justement, ça veut dire que
l'être est posé dans une structure prédicative, et donc tout le destin de l'être, si je puis dire, est posé dans cette expression l'être est. Est au sens de prédicat ici. Donc en fait, tout le destin de l'être est posé sur le fait que l'être est au cœur de cette articulation problématique du sujet ou de la substance et du prédicat. Voilà. Mais la seule évidence que j'ai de l'être ici, pour répondre à votre question, c'est simplement une évidence problématique. Mais au moins j'ai les termes du problème, c'est-à-dire l'être comme prédicat, l'être comme substance. Et comment accorder l'un à l'autre. Et en fait... Ah mais je me tiens, là on est très proche de la contradiction, c'est-à-dire on est presque au moment où on se dit, bon bah c'est terminé cette affaire, quoi. C'est complètement perdu. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en réalité, j'ai les termes pour interroger, je répète, j'ai les termes, maintenant j'ai les termes, j'ai les outils pour interroger, j'ai presque envie de dire, l'indécidabilité ou l'indétermination de l'être. C'est-à-dire, finalement, le prédicat, c'est ce qui se dit de quelque chose, et la substance, c'est ce qui se dit de rien. Donc, j'ai bien ici des termes en contradiction, à l'intérieur desquels la pensée de l'être va pouvoir se proposer. Autrement dit, j'ai quelque chose là. Alors, j'ai peut-être un problème qui se tient à la limite d'une contradiction totale, et qui fait que l'ontologie, alors, de ce point de vue-là, serait rigoureusement impossible, ou... rigoureusement impossible, ou bien alors c'est une contradiction qui a le mérite de renvoyer finalement à une pensée plus haute, et c'est bien évidemment ce qu'on va voir. En fait, la seule voie qui est possible, la seule voie qui est possible, en fait, c'est ou bien je renonce à toute alternative, je renonce à toute ontologie parce que ces deux aspects sont contradictoires, ou bien je donne encore une chance, si je puis dire, à cette contradiction apparente, ou plus exactement à l'ontologie, en disant, entre S et P, il ne va pas s'agir d'une confrontation contradictoire, mais en fait d'une modulation. Et c'est pour ça qu'on aura cette expression quasi continuelle chez Aristote, l'être se dit en plusieurs sens. Le schéma ici, ça n'est pas S différent de P, P égale non S, parce que là je suis mort. Le seul schéma qui sera possible, c'est celui-là, c'est que l'être se prend en plusieurs sens, c'est-à-dire ce sera un schéma déclinatif. C'est le seul schéma que je vais pouvoir proposer à l'instruction de ce rapport du sujet être à la prédication de l'être. Je n'ai que deux voies possibles. Ou bien je me laisse enfermer dans la contradiction, ou bien la seule possibilité qui m'est possible, la seule possibilité qui m'est ouverte, c'est de plaider la polysémie, la pluralité, polysémie, la polysémie, la pluralité des sens de l'être. Et c'est la solution vers laquelle nous allons nous diriger, bien sûr. C'est pour ça que, à la base de l'ontologie, nous affirmerons que l'être se prend en plusieurs sens, et c'est sa seule possibilité, encore une fois. Mais cette possibilité n'est valable que, je dirais, uniquement après avoir identifié la problématique ici d'une prédication, j'allais dire, extrêmement tendue et sensible de l'être. Est-ce que vous m'avez compris? Je suis peut-être allé un peu loin, mais... On sort du principe de contradiction et on adopte une... Oui, il s'agit ici par le poiolakos legomenon, c'est-à-dire par le fait que l'être se prend en plusieurs sens. Il s'agit de proposer
je dirais, une voie de sortie à la contradiction. Cette voie de sortie à la contradiction étant finalement la modulation, quoi. Mais alors, attendez, excusez-moi, c'est que votre caméra, oui. C'est juste que le moteur immobile, il est facile de trouver en disant que, je sais pas, l'être en tant qu'être, l'être général soit Dieu dans le sens aristotélicien. Parce qu'en fait, lui, il englobe les opposés. Donc c'est Ah non. le fait qu'il y ait la scolastique. Et alors excusez-moi, je vous arrête. Dieu, ce n'est pas l'équivalent du divin, enfin le Dieu aristotélicien n'est pas l'équivalent du divin de Nicolas de Cuses, par exemple. C'est-à-dire finalement la synthèse de toutes les contradictions. Pas du tout. C'est pour ça que le Dieu aristotélicien, c'est un étant particulier parmi d'autres. Et ça n'est pas l'être en tant qu'être. L'être en tant qu'être, c'est ce problème, c'est cette difficulté. Peut-être que Dieu ne rencontre jamais d'être en tant qu'être, dans sa dimension problématique. Pour nous, l'être en tant qu'être est un problème, et c'est ce qui fait la valeur du to-on et on. Parce que le to-on et on est un objet pour la pensée, et il n'est un objet pour la pensée que pour autant qu'il est d'abord problème. Les évidences n'étant des problèmes pour personne, ce ne sont pas des objets de pensée. Je n'ai pas à penser l'évidence pour autant qu'elle n'est instruite à aucun problème. Donc, si je puis dire, si vous voulez, il n'y a pas... L'être en tant qu'être ne fait pas l'unanimité, j'ai envie de dire. Bien, non, ça, c'est Aristote, j'ai jamais dit cela, mais l'être en tant qu'être ne fait pas l'unanimité parmi tous les états aristotéliciens. L'être en tant qu'être est, comment dirais-je, objet de questionnement pour nous, mais certainement pas pour le divin. Pour une raison très simple. C'est qu'en fait, l'être en tant qu'être est problème pour nous, et le problème, c'est le fait que notre pensée ne parvient pas à s'emparer totalement de ce qu'elle pense. Notre pensée pense, ok, mais encore faut-il que notre pensée puisse s'approprier de la pensée qu'elle pense. Et vous savez très bien que le Dieu d'Aristote, c'est précisément l'intelligence parfaitement en acte de tout intelligible possible inimaginable. Donc, la pensée, avant même de se déployer d'elle-même, se sait en totalité. Nous, ce n'est pas le cas. Hein. Nous sommes faits de puissance, simplement, et la puissance de pensée, l'intelligibilité en nous, ne se donne pas totalement en acte pensant et penser et en actualisation pensée. Donc, il y a dans tout ce que je pense, évidemment, des aspects de ma pensée que j'arrive à expliciter, et tant mieux, mais il y a des tas d'aspects de ma pensée que, pouf, j'atteins pas, et qui sont finalement par la suite complètement oubliés. Donc il y a constamment pour nous des difficultés, il y a une insatisfaction aussi réelle à s'élever, je dirais, à l'actualisation parfaite d'un intelligible, mais qui n'atteint jamais peut-être son seuil suffisant d'expressivité, et donc d'une pensée qui s'épuise à atteindre un intelligible qu'elle n'atteint pas, et donc qui retombe, si je puis dire, dans le silence, dans le mutisme, voire dans l'inconscient. Et donc c'est clair qu'il y a des tas d'impensés en nous qui font que l'être est problème. Moi, je ne sais pas que pour Aristote, le moteur immobile, si ça se dit comme ça, c'est l'être en tant qu'être. Il dit simplement que la scolastique, oui. elle a mal interprété, selon vous, mais il y en a de ça dans le moteur immobile. Parce que si on pense à un acte pur, il a toute l'infini des choses en acte, si vous voulez. Donc, nous, on est habitués à réfléchir aux choses par opposition. Donc, il aura toutes les oppositions. C'est pour ça qu'ils peut-être ils ont pensé que c'était le genre premier de tous les genres, ceux qui englobent tout le réel, la cause première, ce que vous voulez, la fin ultime. Je ne dis pas que pour Aristote c'est ça, mais cela explique aussi pourquoi il est si facile de convertir Aristote au christianisme.
est-ce que, c'est une discussion qu'on a eue la semaine dernière avec l'un d'entre vous, est-ce que Dieu abolit la contradiction ou l'alternative ou l'opposition, ou à l'inverse, est-ce que l'opposition, l'alternative, la tautologie est uniquement inhérente à notre imperfection? Il est clair que pour Aristote, non, Dieu n'abolit pas l'opposition, puisque il... Non plus. Ah oui, mais non plus. Comment dirais-je, la théologie n'est qu'un aspect de l'ontologie, n'est qu'un aspect, au même titre que la physique. Donc, finalement, ça c'est premier. Dieu vient après. Donc, l'opposition, le schéma oppositif, n'est pas, comment dirais-je, tributaire de notre imperfection. Ça, ce serait un schéma hegelien, par exemple. Ou un schéma acusien, par exemple. Mais... Pardon ? Indifférencié complètement comme Zénon qui parlait de cet art. Alors, c'est pas que ce serait indifférencié, mais c'est-à-dire que le mode par lequel nous pensons les choses en opposition tient à notre finitude. On voit bien là les origines, par exemple, enfin on voit bien des impacts qui sont des impacts kantiens, voire peut-être cartésiens à la chose. Rien de tel pour Aristote. L'alternative est la règle de l'être. Dieu lui-même ne peut pas s'y dérober. Parce que c'est la structure par la même de notre... Enfin, c'est la structure par la même de toute raison. Moi, ce qui m'intéresse en tout cas, c'est de dire que ici, il y a une structure prédicative de l'être qui pose certainement problème, mais qui est la donnée la plus objective qui soit de l'ontologie. Qui est la donnée la plus objective qui soit de l'ontologie. Autrement dit, la structure prédicative de l'être n'est pas du tout attachée à notre subjectivité pensante ou parlante, ou locutrice. S'il y a une parité entre la question et la réponse, je n'ai pas d'autre manière d'interroger que sous forme prédicative et pas d'autre façon de répondre que sous forme prédicative. Autrement dit, la prédication, c'est le seul mode par lequel nous avons d'énoncer une forme tautologique ou alternative. Donc c'est très important d'indiquer que la prédication ne relève pas d'un artifice humain, si je puis dire, aux abords de la pensée de l'être, mais que, en fait, la pensée de l'être nous est livrée, nous est donnée de forme prédicative. Et donc, par là même, si nous parlons de manière prédicative, c'est que l'être est fait comme une prédication. Après tout, c'est pas moi qui le dis, c'est Aristote qui dit que nous avons deux manières de parler. Nous avons une façon de parler qui est ce qu'Aristote appelle paraphusine, c'est-à-dire à l'envers, contre nature. Cette manière de parler contre nature, ce serait de dire, par exemple, ah ben là, ce blanc, c'est du Socrate. Personne ne parle comme ça. Personne ne parle comme ça. Ce blanc-là, c'est du Socrate. Personne ne parle comme ça. Alors, il y a une autre façon de parler, kataphusine, c'est-à-dire une manière naturelle et normative de parler, kataphusine, selon la nature, qui est de dire Socrate est blanc. Voilà. Sujet, prédicat. Et la manière paraphusine de parler consiste à inverser le domaine du prédicat et du sujet. Bon, ça peut être un type de fonctionnement très poétique de parler, on est bien d'accord. Mais ce qui est important, c'est que Aristote utilise l'expression kataphusine, paraphusine, c'est-à-dire comme si la nature, donc finalement l'être, nous livrait avec elle le mode d'emploi, d'en parler ou de se faire comprendre à nous. Nature ici, vous voyez, donc la structure prédicative du parler n'est pas du tout une structure culturelle, pour l'opposer à naturelle, bien sûr. C'est une structure complètement normative et naturelle. Parce que la nature est faite comme une prédication. Mais pour l'instant, je suis d'accord pour répondre à la question de notre camarade tout à l'heure, de monsieur, c'est clair que nous ne savons pas encore ce que c'est que la substance. Déjà, je sais, j'ai un cadre, je dirais sémantique, dans lequel
dans lequel la substance est proposée, ce cadre sémantique, c'est l'articulation d'un sujet à sa prédication. Et sorti de ce cadre-là, on ne peut rien dire. Donc c'est pas rien ce que la dialectique nous a indiqué, en fait. Hein. Nous ne disposons d'aucun savoir, nous ne disposons que de questions, mais on s'aperçoit que dans cette question que nous disposons, en fait, nous impactons qu'il y a une structuration prédicative quand même de l'être à laquelle il convient de faire confiance ou de se confier. Ça va, est-ce que je suis clair là je sais que ce cours est difficile, mais est-ce que c'est clair ce que je vous raconte? Je suis toujours embêté par ça. Vous êtes très patient et très poli avec moi, je vous en remercie infiniment. Mais je fais ce que je peux, mais même si parfois c'est pas du tout évident, pour moi en tout cas. Monsieur. Oui. J'ai pas compris comment on sort du principe de non-contradiction. Ah mais j'en sors pas. Non, attendez. On part du principe P ou non P, Oui. qui gouverne tout. Oui. On dit que c'est la plus grande propriété de la substance. On est d'accord? Non, j'ai pas dit ça. De être et, du coup. Oui, mais alors attendez, vous me faites un... Ok. Comment, si on dit que on peut toujours on peut toujours y arriver à définir le savoir à P ou non P, comment on arrive alors à... On peut toujours amener le savoir dans une disposition alternative, oui, à une disposition alternative, oui. Voilà, mais une disposition alternative qui se trouve entre les deux points radicaux et opposés, on est d'accord? Oui. Comment on arrive alors, du coup, à définir l'être de 4 manières différentes? En quoi cela Comment vous réconciliez les 4 définitions différentes avec le principe de... Alors, ce n'est pas des définitions, ce sont des modalités. Oui, d'accord. À cause de la parité question-réponse. À cause ça permet d'établir la parité question-réponse. C'est là, je vois, il y a un truc que vous avez manqué. Là. Le schéma alternatif, j'aurais dû faire ça plus simple. Bon, après tout, bon. Le schéma alternatif, tautologique, c'est, comment dirais-je, le cadre dans lequel toute question peut être proposée. Voilà. Mais ce n'est pas simplement le schéma qui me permet de proposer une discipline du questionnement, c'est aussi en fait la confirmation qu'il ne peut pas y avoir plus ou moins de réponses aux questions posées. Donc, ça aboutit à une parité question-réponse. Et cette parité question-réponse nous renvoie aux 4 modalités de l'être. Les 4 modalités, c'est 4 réponses, non? Non, c'est 4 modes. Les 4 modes par lesquels chaque question trouvera une réponse. Donc, par exemple, lorsque je me pose la question de savoir si une chose existe, donc la chose existe-t-elle? J'aurai comme réponse si c'est ou non une substance. Bon. Et lorsque je me pose la question de savoir en TST ce qu'est la chose, alors qu'est-ce que c'est, hein, c'est point d'interrogation. Donc là, j'ai Q la question, là j'ai R la réponse. J'aurai forcément, alors c'est quelque chose d'essentiel, donc je renvoie à la définition, ou c'est quelque chose d'accidentel, par exemple, hein, ou de non essentiel, hein, de non essentiel, et de ce point de vue-là, je renvoie donc à l'accident. Et puis, si je veux être plus complet, parce que c'est toujours le même problème, c'est ça, je vais le définir comme étant A, mais je peux envisager aussi une autre forme, hein, non A, et là, à ce moment-là,
j'ai le propre. Le propre qui est encore une réponse alternative à l'essence et à l'accident. Il y a des tas de choses qui, dans les propriétés des êtres, qui ne relèvent ni de quelque chose d'essentiel, ni de quelque chose de purement accidentel. Mais je répète, je laisse ça de côté pour l'instant. Je n'en parle pas. Mais là aussi, je vois bien que ma réponse procède de ce schéma-là. Donc, les 4 modalités de l'être sont directement attachées, en fait, je répète, les 4 modalités de l'être sont directement, ou de la prédication, sont directement attachées à la parité question-réponse. Bon, ce qui est important, c'est que, en fait, en proposant parité question-réponse, en proposant la parité question-réponse, qu'est-ce que je veux dire? Je souligne ça, la structure prédicative de l'être. C'est-à-dire que l'être ne peut pas être interrogé en faisant l'économie de la prédication. Et là, vous avez, j'allais dire, le préalable à toute l'ontologie d'Aristote. L'être est une prédication. La pensée de l'être, c'est la pensée de la prédication. Pour conclure, on pourra dire ça. La pensée de l'être, c'est la pensée de la prédication. Bon, je vois que... Bien. Pour les élèves qui sont arrivés après, comme j'ai ramassé les devoirs, donc n'hésitez pas à me remettre les devoirs. Pour ceux qui ne m'auraient pas remis les devoirs, je donne encore un dernier jour, mardi prochain, et puis après, j'accepte plus les copies rendues en retard. Oui. Oui. Alors, je supprime. Ok. Zut. Oui. Non, c'est juste pour vous poser une question par rapport au devoir et au cours, en fait. Par rapport au devoir et au cours, en fait. Par rapport au devoir et au cours, en fait. Par rapport au devoir et au cours, en fait. Par rapport au devoir et au cours.